Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui nous allons parler de la cartographie. La carte est à l'origine de l'exploration, elle produit ce rêve. Je plane sur des cités nouvelles, je vole avec la rapidité de l'ouragan, tantôt au plus haut des airs, tantôt à 100 pieds du sol, et la carte africaine se déroule sous mes yeux dans le grand atlas du monde, s'exclame l'explorateur Ferguson dans le roman de Jules Verne, 5 semaines en ballon. Vers le milieu du 19e siècle, les écrivains et les éditeurs définissent un nouveau genre littéraire, le roman d'aventure, renvoyant à de nombreuses traditions de l'Antiquité la plus lointaine. S'imposant d'abord dans la littérature enfantine, l'expansion formidable de la presse, notamment illustrée, et des ambitions politiques scolaires conduisent un peu partout en Europe à la création de beaux livres pour les élèves les plus méritants. C'est une des raisons pour lesquelles les auteurs de romans d'aventure vont accorder une importance aux illustrations accompagnant leurs textes, et parmi elles, les cartes. Les cartes rendent l'aventure crédible. Les romanciers les sollicitent même lorsque le lieu de l'intrigue n'est qu'invention. La carte délimite l'espace de fiction. Elle s'inscrit dans une unité de temps et de lieu. Mais au-delà de la marge, on peut toujours imaginer ce qu'il y a au-delà du monde dessiné. La carte de Robert Louis Stevenson, qui à travers celle-ci créera ainsi toute la matrice de son roman, cette carte, c'est celle de l'île au trésor. J'ai tracé la carte du Nil. Elle était soigneusement, et je le pensais, magnifiquement coloriée. Sa forme charmait mon imagination au-delà de toute expression. Elle comportait des ports qui me plaisent comme des sonnets, et avec l'inconscience des prédestinés. J'appelais ma réalisation l'île au trésor. On m'a dit qu'il y avait des gens qui ne s'intéressaient pas aux cartes. Il m'est difficile de le croire. Par la suite, les auteurs de science-fiction et d'heroic fantasy du XXe siècle vont procéder de la même façon. Nous pouvons noter la carte de la Terre du Milieu de Tolkien, au début du Seigneur des Anneaux. Ces cartes ne servent pas à ancrer l'histoire dans notre réalité, dans la réalité du monde, mais de délimiter le monde imaginaire dans lequel les aventures sont possibles. Les cartes de Tolkien, elles, sont sous-tendues par une véritable géographie parallèle. Il n'est pas question uniquement de géographie physique, mais aussi une géographie humaine, politique et linguistique. Dans le manga One Piece, la carte a une place tout aussi importante que l'un des personnages principaux a pour ambition de cartographier tout l'espace marin de ce monde. Eiichiro Oda travaille sa carte non pas pour ce que celle-ci superpose à la géographie de notre monde, mais pour qu'elle soit le reflet des différentes cultures et de nos traditions bien réelles. Ainsi, chaque île représente à elle seule un pays, une culture issue d'un de nos espaces géographiques. La carte au cinéma ou à la télévision se caractérise, elle, par une mobilité, une brièveté, une fugacité et éphémérité. Prenons pour exemple la carte de Game of Thrones, montrée en introduction de chaque épisode, qui, fugace et brève, certes, n'empêche pas la répétition, au spectateur de comprendre l'espace dans lequel se déroule l'action. Les villes importantes lui sont montrées, et les éléments iconographiques rappellent les histoires déjà déroulées. Une interaction est aussi possible, notamment dans les jeux vidéo. Prenons l'exemple de la carte de Skyrim ou celle du jeu The Witcher 3. Le joueur ne peut qu'être en admiration devant la carte proposée, un espace qu'il va pouvoir librement explorer. Ainsi, voyant une montagne sur la carte, il pourra directement agir avec son personnage et s'y rendre, voir ce qu'il en retourne. Et par ce déplacement, il va actualiser la carte, lui apporter de nouvelles informations qui vont s'ajouter à son interface. De plus, ce type de carte permet réellement de voyager entre différents plans, en zoomant et en dézoomant, et ainsi faire apparaître de nouveaux détails topographiques. On crée alors un environnement fictif dans lequel le joueur, muni de cette simple carte, va pouvoir explorer. Dans l'histoire de l'art, revenons d'abord sur le statut du cartographe lui-même. Le cartographe, c'est un personnage historique, souvent représenté comme un homme solitaire et silencieux, travaillant perché sur sa table dans une lumière dorée. C'est ainsi que l'on peut le voir sur les tableaux de Gérard Doux, ainsi que sur la plupart des tableaux des écoles hollandaises du XVIIe siècle. Le cartographe a une tâche impossible et à la fois grandiose de représenter l'espace. Cet espace, le passant le bonifie, le géographe l'analyse, l'explorateur le défriche, le voyageur le traverse, le militaire le conquiert et le ravage. Le cartographe, lui, les piège, les réduit, les soumet à sa représentation. Le terrain est entièrement conquis lorsque le cartographe finit son œuvre. Les cartes nous racontent comment les hommes perçoivent leur monde et leur environnement.
quelle est la place de ceux-là considèrent occupée. Certains s'intéresseront à l'itinéraire, d'autres se centralisent au cœur de toute chose, et d'autres assouvissent leur fantasme de conquête. Du XVIIIe au XIXe siècle, les cartes de la famille Cassini deviennent une référence pour la cartographie du territoire. Elle sera utilisée principalement militairement. Les militaires ne s'intéressent pas à la nature. Seul ce qui se rapporte à la guerre les intéresse. Ainsi, Louis-Alexandre Berthier en fera sa spécialité, devenant conseiller de guerre et cartographe sous Napoléon Bonaparte. Mais qu'en est-il du XXe siècle à nos jours? Car la carte, c'est une invitation au voyage. Les noms même peuvent inciter à ce voyage. Béatrice Commanger reprend cette idée dans son livre « Voyager vers des noms magnifiques », comme on peut s'en apercevoir en regardant les cartes proposées par l'IGN qui permettent de voir un même lieu sur différentes temporalités. Les noms changent, évoluent, se transforment. Tout est affublé d'un nom révélant anecdotes, tragédies et mémoires. Le terrain se révèle alors à un degré historique. Émilie Aki, avec De rien en passant par rien, choisit la cartographie comme outil, faisant se rejoindre l'image à la photographie. Elle essaie d'inscrire un déplacement dans un rapport au réel, au temps et à la matérialité, là où Rémi Dalnegro, avec Kievre, réalise des topographies de ses trajets, faisant vivre le déplacement par le tracé même. Ceci lui permet de donner une sensibilité à cette représentation graphique. C'est le corps en lui-même et dans son déplacement qui fait apparaître le trait. Pour lui, il est important de comprendre que ce n'est pas seulement le regard de l'homme sur le territoire, mais bien son déplacement. Pour Rémi Dalnegro, c'est le bus dans lequel il se déplace qui crée la carte. Mathias Poisson, lui, au cours de ses itinéraires, crée aussi des cartographies sensibles, qui témoignent de son déplacement physique, mais aussi de ses ressentis affectifs. Il nous interroge sur l'articulation qu'il peut y avoir entre objectivité et subjectivité, à travers le prisme qu'est la cartographie. La carte devenant un outil de représentation, ne mimant pas le réel, mais le figurant. Par exemple, l'artiste Till Roxen, dans Plan de situation Consola Mirabeau et Vidéographie Aïda Palestine, réalise des performances parlées, comme il les appelle, ou encore contes documentaires, qu'il restitue à travers des textes et des vidéos. Il arpente les territoires à la rencontre des personnes et de leurs histoires. الحلو في المخيم إنه كان الدور ملزقة في بعض يعني شي فتحات بسيطة بينهم كان الواحد يعرف يتخبى فيهن يعني يقدر يعيش يعني كنت أقدر أشرب. Il cherche la singularité des vies dans un quotidien banal. Il dessine des géographies subjectives via la parole des personnes rencontrées. Et une autoroute au milieu, qui ramènera à Paris en moins de temps qu'il ne faut pour le dire. L'Algérie gagnait son indépendance, et des millions de rapatriés arrivent en France, qu'il faudra bien loger quelque part. Et pourquoi pas ici? Les bûcherons se donnent à cœur joie pour abattre ce qui reste des bosquets, et les enfants du vieux Montfermeil regardent avec de grands yeux les bars immenses de la copropriété en train de se construire devant leurs portes. Et quand elles seront terminées, certains supplieront. Pour lui, la notion de carte est importante dans la représentation que l'on se fait du territoire. La carte permet de représenter l'espace, ce qui nous entoure, et de rendre compte de façon claire des obstacles de notre monde. Aligiano Boetti, en 1967, présente la Mappa, dont il serait aisé de dire qu'il donne à voir le monde tel qu'il est dans la réalité, qui est ici politique, sans désirer la changer. C'est une carte du monde, brodée sur tissu par des femmes afghanes, qui représentent les différents drapeaux nationaux. Chaque artiste, à leur manière, s'approprie le territoire. Par la forme, par exemple, pour Alchensky, par la frontière étatique, pour Jasper Jones, ou par l'appartenance territoriale à un système politique, pour Boetti. La carte fait converger trois variables. Le support, qui est l'espace de représentation, un référent, qui est l'espace représenté, et le regard de l'usager, de l'utilisateur de la carte ou du spectateur, c'est-à-dire des conditions de mise en scène de la carte dans l'espace. Benoît Bilotte, avec Insulae, utilise le support scientifique, une couverture de survie faisant lien avec l'idée d'exploration, et la cartographie, afin d'en faire un outil de propagande douce, modifiant quelques aspects contextuels ou des caractéristiques formelles.
Il transforme la carte en un objet dans lequel on se perd. On laisse courir son regard et son imagination, alors même que l'on ne reconnaît pas le territoire représenté. Se repérer est alors obsolète. Il invite le spectateur à dériver sans aucune possibilité de s'orienter. Ainsi, dans ces études, ce n'est pas uniquement le support qui est en jeu, mais aussi celui de l'échelle et de la taille. Par exemple, Robert Smithson, avec Map on Mirror Basic, New Jersey, réalise des cartes fractales permettant de voyager directement dans la profondeur des échelles. Certains artistes jouent même avec la forme de l'atlas et son aspect ludique. L'atlas de Wim Delvoye est un planisphère physique et politique de 41 cartes et de 2715 noms inventés. Le visible se donne à nous sur fond d'invisible et le réel est toujours, à des degrés variables, investi d'imaginaire. Florent Morlet, lui, voit les cartes comme un art en soi. Dans Local Roaming, il s'intéresse aux détails graphiques qu'il dirige vers des destinations et des histoires dont sont empreints les différents endroits. Pour lui, les cartes se doivent de raconter leur histoire, une multitude d'histoires. L'histoire des gens, de la géographie, celle du climat, celle des apparitions de populations sur des régions données. Il essaie de comprendre les cartes de par le passé, leur présent et leur avenir, s'intéressant particulièrement aux villes qui peuvent rapidement croître et se réduire. Elles peuvent stagner ou s'étendre indéfiniment. La ville est en constant mouvement. C'est ainsi qu'il crée ses propres endroits, chacun de ces mondes devenant une histoire dynamique dont il veut nous faire découler de nombreux personnages, forces et intrigues secondaires, mais qui se retrouvent inexorablement figés sur la carte, accrochés au mur. Ce sont toutes ces cartes issues de son imagination. La carte est réformée et est assujettie à de nouveaux modes de production et de diffusion. La télédétection, la cartographie numérique, les cartes sur Internet interactives et animées, associées au son et aux images, voire du globe virtuel, Google Earth. La production de ces cartes échappe aux experts. Elles sont plus participatives et volontaires. Il y a une production massive de cartes avec une grande précision topographique, enregistrées à distance avec des techniques de stéréoscopie et de photogrammétrie. L'avion devenant un auxiliaire indispensable. Le monde physique est cartographié, mais il nous reste à cartographier notre sensibilité face à ce territoire que nous appelons la Terre. Restez créatifs. Au revoir.